Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'indécision qui domine sur les marchés financiers. Les marchés européens vont terminer cette journée en petite baisse, une baisse de moins de 1% pour le CAC 40 en cette fin de journée. Le CAC qui tourne autour de 6500 points dans une zone relativement neutre depuis le rebond qu'on a connu il y a une quinzaine de jours. Maintenant, on s'est stabilisé sur ces niveaux de marché avec pas mal d'événements à suivre évidemment tout au long de la semaine, à commencer par la réunion de la Banque Centrale Européenne qui va signaler la fin de son programme d'achat net d'actifs et s'engager sur une première hausse de taux sans doute le 21 juillet. Ça, c'est le calendrier consensuel, mais attention, les surprises sont encore possibles du côté des banques centrales. On l'a vu ce matin avec la décision de la Banque centrale d'Australie qui a monté ses taux comme prévu, mais plus que ce que le marché attendait. Le marché attendait une hausse de taux de 35 points de base. Ça aura été une hausse de taux de 50 points de base ce matin, délivrée par la Banque royale d'Australie. Du côté des signaux envoyés par les entreprises, on notera le nouveau warning de Target, un des géants de la distribution sur le marché américain, concurrent de Walmart. Target qui avait déjà averti il y a 3 semaines sur sa profitabilité, qui est contraint d'ajuster à nouveau ses prévisions de marge opérationnelle à la baisse, bien sûr. Est-ce que c'est un warning macro? Est-ce que c'est la demande, le consommateur américain qui est en train de capituler? Ou est-ce que c'est un problème plus spécifique à Target? On comprend quand même qu'il y a un problème de gestion de stock chez Target aujourd'hui, qui semble avoir stocké trop de produits qui sont moins demandés aujourd'hui par les consommateurs américains. Le titre Target fait partie des plus fortes baisses du jour sur le marché américain, une baisse de l'ordre de 10%, et l'ensemble du secteur de la distribution et du retail aux États-Unis est encore affecté par ce signal envoyé cet après-midi par Target. Et puis sur le front de la macro, on retiendra sans surprise que la Banque mondiale, un des grands instituts de prévision, a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour cette année à moins de 3% quand même, il faut le noter. 2,9% de croissance mondiale prévue par la Banque mondiale. C'était encore 3,2% il y a un peu plus d'un mois, en avril dernier, sachant que la croissance mondiale avait été quasiment de 6% l'an dernier dans sa phase de rattrapage Covid. Donc une croissance mondiale qui sera sans doute au minimum divisé par 2 cette année. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui la Banque mondiale. Voilà pour les sujets de marché avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. La thématique du soir sera la thématique alimentaire, le défi alimentaire avec la question de l'offre et la question en face de la démographie mondiale. C'est Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour décrypter cette thématique du défi alimentaire. Indécision et manque de conviction, voilà ce qui marque cette nouvelle séance boursière qui va se terminer dans le rouge en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Pas d'embellie pour le CAC. Wall Street avance dans un vert léger. Globalement, les marchés pâtissent de la remontée des rendements obligataires. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se stabilise juste en dessous des 3% après être repassé au-dessus de ce seuil hier pour la première fois depuis début mai. La prudence est à nouveau le maître mot dans un environnement de resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Pour rappel, ce matin, la Banque d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt d'1 demi-point, soit une hausse plus forte qu'anticipée. On retrouve de directement impacter les valeurs technologiques. L'indice Stock 600 associé connaît la deuxième plus forte baisse sectorielle en Europe, derrière la distribution. La Banque mondiale n'adoucit pas l'atmosphère puisqu'elle abaisse sa prévision pour la croissance mondiale à 2,9% cette année contre 4,1% précédemment. L'institution a mis en garde contre le risque de stagflation. Elle indique aussi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cumulée au déséquilibre causé par la crise sanitaire, menace de nombreux pays de récession. Sur le plan des statistiques, le déficit commercial des États-Unis s'est réduit en avril après avoir atteint un record en mars du fait d'une hausse des exportations et un recul des importations. Il s'est élevé à 87,1 milliards de dollars en avril, soit un repli de près de 19,1% par rapport au mois précédent. Et puis autre fait notable, à New York, Target chute après une deuxième révision à la baisse en moins d'un mois de ses perspectives. La chaîne de supermarchés américaine annonce anticiper au deuxième trimestre
trimestre, une marge opérationnelle d'environ 2% contre une prévision précédente de 5,3%. Ses concurrents Walmart et Costco sont aussi en net repli. Demain, enfin, veille de décision de politique monétaire de la BCE, l'agenda macroéconomique sera léger. Il y aura à 11h les nouvelles prévisions économiques de l'OCDE. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue à Eric Venet également qui est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Gilles Guiboud nous accompagne également ce soir. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes d'AXA IM. Pour décrire un peu la situation de marché, je serais bien rentré dans la discussion à travers le discours d'une entreprise comme Target sur le marché américain. Deuxième warning en 3 mois, donc on est dans le monde de la grande distribution. Target avait déjà averti il y a moins d'un mois, je crois le lendemain de l'avertissement de Walmart, qui avait été quand même des gros avertissements surprises pour le marché. Les titres avaient dévissé de 15-20% sur ces nouvelles-là au cours du mois de mai. Deuxième avertissement pour Target, il semble qu'il y ait un sujet de gestion des stocks. Est-ce que c'est spécifique à Target ? Est-ce que c'est une problématique qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises ? La gestion des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur, ça a été clé évidemment pendant la période pandémique, quand l'offre était fermée. Maintenant, on sent que c'est le changement de comportement du consommateur, le niveau de la demande qui explique peut-être en partie ces problématiques de stock là, pour ce type d'entreprise aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement, sur la problématique des stocks, il faut séparer entre les entreprises industrielles et les entreprises qui sont plus liées à la consommation. Dans celles qui sont liées à la consommation, ce que met en avant Target dans son communiqué aujourd'hui, c'est une transformation en fait de la nature de la demande. Ce qu'on est en train de voir, c'est que l'inflation qu'ont dû absorber, et c'est les ménages américains, mais c'est les ménages qui ont absorbé toutes ces hausses de prix, puisque ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que ces hausses de coûts, les entreprises ont été en mesure de transférer ces hausses de coûts à leurs clients finaux, à tous les niveaux de la chaîne de production. Donc c'est bien finalement le ménage qui a absorbé toutes ces hausses de coûts. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que le ménage moyen a vu son pouvoir d'achat entamé par ces hausses de coûts. Et donc ce que met en avant Target, c'est que effectivement, ils ressentent une transformation de la demande. Ils avaient fait état lors de leur premier profit warning il y a quelques semaines d'un déplacement de la demande vers des produits un peu plus d'entrée de gamme. Ouais. Ils confirment ça. Ça veut dire 2 choses pour eux. Ça veut dire qu'effectivement, potentiellement, il y a un panier moins important, qu'il y a moins de marge à venir peut-être pour eux, mais que du coup, ils ont fait des stocks sur des produits qui ne sont plus les bons, qui ne se vendent plus. Ça. Et ça, c'est un tout petit peu la crainte qu'on a et qu'on n'a pas vu encore se matérialiser en Europe. C'est que l'inflation, à un moment donné, va mordre sur le pouvoir d'achat et donc va sans doute contraindre les dépenses des ménages. Alors l'inflation a été moindre en Europe, mais néanmoins, avec des hausses de l'ordre de 5 à 8% pour l'Allemagne, 5%, c'est quelque chose qu'on pourrait voir se matérialiser, d'autant qu'aux États-Unis, il semble, quand j'écoute les économistes, qu'on ne soit pas très loin du pic d'inflation. En Europe, on n'y est pas. Non. Donc effectivement, il y a des questions à se poser sur la capacité des ménages à consommer dans un environnement inflationniste. Mais d'un point de vue micro, c'est le schéma Target, on risque de le retrouver dans d'autres entreprises, encore une fois, d'autres secteurs. C'est d'avoir des entreprises qui se mettent à restocker, voire à surstocker, parce que la géopolitique mondiale fait qu'aujourd'hui, il faut peut-être stocker un peu plus que ce qu'on faisait quand on pouvait vivre à flux tendu. Elles vont se retrouver avec ces surstocks au moment où on aura à minima des interrogations sur la capacité de la demande à tenir encore plusieurs mois. Alors c'est possible, sachant que dans les surstocks, il faut quand même faire attention. Il y a aussi des surstocks qui peuvent être liés à des attitudes un peu plus tactiques qui ont fait face à c'était pour faire suite à une disruption qu'il y a pu avoir dans les chaînes d'approvisionnement. Oui. C'est-à-dire là, on va un petit peu surstocker pour être sûr de pouvoir produire. Et donc on a au niveau des entreprises industrielles une volonté de soit surstocker pour pouvoir continuer à produire et se prémunir contre non seulement des hausses de prix, mais surtout contre des disruptions. Parce qu'en fait, une entreprise qui n'arrive plus à produire
potentiellement, ça lui fait quand même gonfler ses stocks. Je crois que c'était Iveco qui rappelait qu'aujourd'hui, ses stocks étaient montés, mais pas des stocks de matières premières. De produits quasi finis, parce qu'en fait, il leur manquait des composants. Il manque la pièce qui fait qu'on ne peut pas et donc on terminer le produit. Qu'on peut pas terminer, et donc on ne peut pas enregistrer la vente. Ouais. Donc on a intérêt dans ces cas-là à se dire, je vais stocker un tout petit peu plus en amont ces matières premières pour pouvoir continuer à écouler mes ventes, parce que sinon, en fait, je vais stocker du produit semi-fini, et finalement, ça a un coût pour l'entreprise plus important. Donc, il faut être un peu plus granulaire. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, ces hausses de stock un petit peu généralisées, ça devrait peser un petit peu sur les marges des entreprises. On l'a un petit peu vu dans certains secteurs au premier trimestre. Nicolas, effectivement, la gestion des stocks, alors je le disais, c'était déjà un élément clé pendant la période pandémique avec les problèmes d'offres. Ça le reste, avec en plus désormais l'interrogation de la demande. Où se portera la demande du consommateur demain en fonction de mon industrie, de mon secteur? Ça a été très bien résumé par Gilles. Il est logique dans le contexte qu'on connaît que le consommateur soit le maillon le plus fluctuant. Donc là, le pilotage de la demande future, c'est l'objet évidemment de la conduite de toutes ces entreprises-là, directement face aux consommateurs. Mais partout, en fait, on a un effet mémoire de la pandémie. La première phase, la sortie de la pandémie, et donc il y a une crainte absolument dans tous les segments, jusqu'au segment industriel, avoir des stocks, ça coûte. Ouais. Ne pas avoir de stock, c'est perdre une opportunité quand le marché est là. Ouais. Et donc, ça va être extrêmement subtil. Ouais. Alors, encore une fois, dans un premier temps, c'est face aux consommateurs, je pense qu'il y a le plus d'éléments de surprise. Quand on voit la chaîne de l'aéronautique, pour partir très loin du consommateur, et qu'on lit que dans un avion, il y a 3 millions de pièces, la subtilité de la supply chain, qui est un sujet constamment évoqué par le management de Airbus ou de Boeing, c'est absolument passionnant. Alors, comment est-ce qu'on se prémunit de tout ça ? Des gens qui ont en général pris plutôt un temps d'avance, qui ont plutôt un niveau d'intégration important. Mais évidemment, il n'y a pas de secret, ça va être un des sujets centraux de la période de publication. Une fois de plus, ça fait maintenant 18 mois qu'on est avec ces problématiques de supply chain. Alors le lien que vous faites, évidemment, c'est sur la tendance de consommation générale et en quoi la tendance, le contexte inflationniste mord sur la... Là aussi, c'est difficile. Le consommateur est atteint, mais les réserves... en fait, le consommateur est déprimé, mais il a un pouvoir de dépense, d'épargne et d'achat. Je cite les mauvaises nouvelles, ou en tout cas Walmart et Target qui ont eu des messages assez négatifs, mais à côté de ça, on a eu Home Depot jusqu'à présent qui nous dit tout va bien, le consommateur est solide. Même discours chez McDo, là c'est des messages qui ont été passés à l'occasion des publications de résultats du premier trimestre. Chez Costco, alors là on est dans le discount, le grossiste ou semi-grossiste pour les particuliers, là aussi, pas de problème. Très variable, d'un positionnement à l'autre, effectivement, les messages sont assez variables. Et donc, la saison des résultats, deuxième trimestre, sera une saison de risque important, parce que jusqu'à présent, le problème n'a été décalé, à chaque fois a été décalé d'un trimestre à l'autre. On s'est inquiété pour le Q4, on s'est inquiété pour le Q1, et puis en fait, les marges sont là, tout le monde avait du pricing power... parce que l'environnement était favorable pour les entreprises. La saison de publication à mi-année, c'est souvent la plus importante, la plus sympa, extraordinairement concentrée au mois de juillet. En 15 jours. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'on est surtout des années, ça fait 3 années de suite, où on a des points de bascule ou des événements qui nous font changer potentiellement le scénario. Donc on a mi-parcours, on a des entreprises qui peuvent nous dire des choses sur le pilotage de l'année, et déjà une projection de l'année sur l'année suivante. 2, en ce qui me concerne, le débat macroéconomique, il est intéressant, mais on tourne en rond depuis des mois, pas des semaines, des mois, sur inflation, taux d'intérêt, récession ou pas récession, oui, 2023, avant, peut-être, en Europe d'abord, mais on tourne en rond. Avec la micro, il y a autant d'histoires micro qu'il y a d'entreprises. Et on se nourrit de ça pour derrière construire les portefeuilles, puisqu'on investit non pas dans des concepts, mais dans des histoires d'entreprise. C'est là où on a envie, évidemment, de valider les choix qu'on peut faire. Donc vivement juillet. Commence à partir du 15 juillet. Et les nouvelles seront mauvaises, les nouvelles seront mauvaises. La question étant comment le marché va y réagir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ?
Enfin, c'est facile de dire des choses alors qu'on n'y voit rien depuis un moment, mais a priori, la micro de cet été va confirmer ce que dit la macro. Ouais. Et on aura peut-être même des signaux avant-coureurs avec alors les réunions analystes ou les journées investisseurs qui sont organisées par les entreprises. Là, vous me signaliez qu'il y en avait quelques-unes qui arrivaient. Non, c'est trop tôt. L'objet d'un CMD, c'est pas de faire un Capital Market Day. D'un Capital Market Day, d'une journée investisseur. L'objet n'est pas de faire un commentaire conjoncturel. Il y a des quiet periods. Des quiet periods sont faites pour être respectées. Donc tous ceux qui attendent de savoir comment ça se passe en Chine depuis 6 jours ou 8 jours. Non, c'est comment ça se passera dans 5 ans. C'est plutôt des sujets stratégiques ou des sujets spécifiques. Ouais. On reviendra peut-être avec des exemples tout à l'heure. Ah ouais. Comment tout ça se traduit d'un point de vue macro, peut-être, Eric? Nicolas le dit très bien, on tourne en rond, toujours les mêmes sujets. Un coup, c'est l'inflation, un coup, c'est la croissance, les banques centrales. Ça n'a rien à changer. Et le marché montre bien, d'ailleurs, qu'il est très... C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'on a un problème d'adaptation de l'offre. Pardon, on a un problème d'adaptation des prix par rapport à une offre et une demande. Voilà. En fait, le prix, c'est juste la valeur par rapport à l'instant T d'une offre et d'une demande. On a considéré que, à juste titre, que le problème était problème d'offre pour le supply chain, les prix de l'énergie, enfin toutes ces choses. Et c'est exact. Mais il y a eu une conséquence aussi sur la demande, parce que la demande, le pouvoir d'achat était là, mais s'ils ne pouvaient pas consommer, et ça on ne peut pas maîtriser. On vient juste de se rendre compte que là où on achetait avant, on n'achètera plus forcément la même chose. Mais pas parce que vous avez moins d'argent, parce que là aussi, si on ne peut pas vous livrer une voiture parce qu'il faut 2 ans, vous allez... Au bout d'un moment, vous achetez une voiture d'occasion. Vous partez en vacances. Vous partez en vacances. Je pense que c'est ça qu'on a aussi du mal maintenant. Donc ça se complique, c'est que maintenant vous avez un problème structurel d'offres, enfin, dans la structure d'offres. Vous avez un problème maintenant dans la structure de demande. Et comme vous avez cette inadaptation, on n'arrive pas à avoir l'égalité entre cette offre et cette demande, eh bien... il y en a qui souffrent et il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Si vous avez les composants, vous êtes le roi du monde. Si vous vendez, vous avez fait des surstocks parce que vous pensiez que le consommateur allait toujours acheter ça, mais non, parce qu'entre-temps, il y a eu l'inflation pour les Américains, la guerre pour nous, ça a modifié. Donc, c'est pour ça que la macro, elle ne peut pas vraiment répondre à toutes ces questions. Simplement, c'est qu'on est en train de se poser la question, est-ce que si on rajoute ça, la finance qui était très en retard, la politique monétaire très en retard, il y a eu par rapport à cette inadaptation offre-demande, une hausse des prix générale pour pouvoir adapter à peu près tout ça. Et donc, on a remonté les taux d'intérêt. Et la chose qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette remontée de taux d'intérêt ne va pas maintenant, à son tour, jouer sur maintenant les quantités d'offres et de demandes? En fait, c'est ça la vraie question. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas de réponse sur la quantité d'offres et la quantité de demandes, si, on a une réponse sur la quantité d'offres, puisque ça s'améliore. La chaîne de production s'améliore. C'est la Chine qui... ça se détend. Ça se détend un peu, la Chine. Les industriels ont commencé à réadapter leur supply chain, leur façon de produire. Vous avez la relocalisation, donc on a un peu plus de visibilité. Sur la demande, on ne l'a pas encore. C'est celle qui va arriver pour pouvoir après avoir les résultats, anticiper les résultats des entreprises qu'on n'arrive pas pour l'instant à faire. Et j'allais dire... Qu'est-ce qu'on fait Non, mais la demande, c'est quelque chose qui peut très vite s'effondrer. Non, je ne crois pas. Non, je crois. D'accord. Dans la demande, vous avez le pouvoir d'achat, mais vous avez l'envie. Et je pense que l'envie, elle est très très forte. Donc, on a de l'épargne. Donc, il ne faut pas accorder trop d'attention, vous dites par exemple, aux enquêtes de sentiments, morale des ménages, du consommateur, parce que c'est vrai que c'est des sentiments qui sont bas, dégradés. Oui, mais vous avez un sentiment parce que, justement, vous n'avez pas forcément le désir en face. Vous avez le désir de consommer, mais si vous ne trouvez pas votre objet de désir... Enfin, vous êtes insatisfait. Voilà. Oui. Donc, je ne parle pas de la frustration de l'environnement, parce que l'environnement est loin d'être serein, ce qui nous fait dire que est-ce qu'on vaut 6.500 sur le CAC? Dans l'absolu, non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'adaptation de cette macro et de cette micro. Et donc, pour vous, la demande est solide quand même encore aujourd'hui? Oui. Et dès qu'on aura retrouvé un certain équilibre, parce qu'on va puiser sur cette épargne, et quand vous avez moins d'épargne comme aux États-Unis, et que les marchés financiers étaient très chahutés, vous êtes aperçu qu'il serait peut-être au moment de retravailler. Vous avez le taux de population, le taux de participation qui augmente, et vous allez retravailler. Vous limitez la hausse de salaire aux États-Unis, du coup, et vous retrouvez un certain équilibre.
Il faut retrouver on est juste dans une marge où retrouver un certain équilibre. Ouais. Parce qu'on a eu quand même un grand choc à absorber. Oui, un, voire plusieurs concentrés en 2 ans. Il y a des signaux de détente, d'amélioration sur l'offre, là, quand on écoute les entreprises. Par exemple, je voyais certains prix de semi-conducteurs, de fret, des délais également, qui semblent baisser un petit peu. On a des signaux de détente. Maintenant, il y a encore quelques tensions qui apparaissent, sur l'agriculture notamment. Ouais. Donc on a substitué des pénuries sur certains pans pour en mettre un petit peu ailleurs. Donc effectivement, je pense que ça, c'est pour peut-être la demande consommateur. Là où aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de visibilité sur la demande, c'est sur la demande des entreprises. Parce qu'en fait, les entreprises sont aussi des consommateurs, d'une certaine manière. Elles ont besoin de s'adapter. Elles ont besoin de s'adapter au monde digital, elles ont besoin de s'adapter aux normes environnementales, et que ça, avec un certain nombre d'aides, et ça va flécher quand même un certain nombre de dépenses. Vous n'êtes pas inquiet sur les CAPEX, les intentions d'investissement des entreprises? Sur certains types de CAPEX, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une adaptation forcée. Donc aujourd'hui, moi, quand je regarde le marché, je me dis, à choisir, je préfère aller investir dans un producteur de câbles ou dans de l'infrastructure de réseau, l'exemple que je vous ai donné, parce qu'on ne fera pas de transition énergétique sans refaire tous les réseaux, parce qu'on est en train de transformer une production électrique continue par une production électrique intermittente et décentralisée, alors qu'avant elle était centralisée. Et tout ça, et pour faire ça, il faut changer les réseaux, il faut refaire. Et donc pour ça, il faut des câbles. Donc pour moi, pour des valorisations qui restent encore abordables, on a un investissement quasiment évident. Et en fait, le thème des CAPEX industriels, là, pour exactement. vous, c'est... Dans le CAPEX industriel, il y a un certain type de CAPEX pour la suite. Que je trouve assez visible. Et quand vous disiez, il n'y a rien qui a changé depuis le début de l'année, si, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est la valorisation des marchés. En Europe, de manière agrégée, on est revenu sous les niveaux moyens. Alors, je ne ferai pas attention à ça parce que je pense que ça peut être un peu trompeur. Mais néanmoins, quand on regarde, y compris les valeurs de croissance, elles ont fortement corrigé. Oui. Donc, quand on dit qu'est-ce qui a changé l'environnement, oui, les valorisations. Alors, elles restent sans doute un petit peu tendues sur la partie des valeurs de croissance, mais on a quand même corrigé sans doute une grosse partie de l'excès. Donc, je trouve qu'il commence de ce point de vue-là, pour un investisseur de moyen terme, même si on manque de visibilité encore à court terme, vous dites, les prix des valorisations permettent de se projeter à nouveau sur des horizons moyen-long terme. À court terme, ça a jamais, la moyenne n'a jamais constitué un plancher, sinon ce ne serait pas une moyenne, ce serait un plancher. Donc une moyenne est faite pour être traversée, mais néanmoins, nous on était très mal à l'aise pour investir depuis 2-3 ans parce qu'on était sur des valeurs qui étaient bien au-delà, et pour des raisons d'environnementaux. Donc si on commence à se dire finalement, la Fed, et c'est un peu ce qu'a fait remonter les marchés il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, on s'est dit finalement on est en train de passer le pic d'inflation, et donc on va avoir le pic de resserrement monétaire à l'automne. Le fait de se dire on a le pic parce que derrière en fait l'économie est en train de se dégrader, donc il n'y aura pas de capacité à resserrer plus les taux. Finalement on se dit ça y est, on a touché le pic sur les... Et donc on n'a plus de raison de dévaloriser encore les multiples. De dégonfler la bulle de valorisation. Bon. Et ce qu'on a vu au cours du mois dernier, ce qui était encore marrant, c'est que c'était bien encore cette normalisation des valorisations qui était en cours, avec les titres qui ont le plus baissé, les titres qui étaient relativement très chers, la consommation durable, la santé, et de manière anecdotique, la Suisse, qui était un marché qui était avec des valorisations, qui avait fait office de valeur refuge jusqu'à maintenant. Bon. Le scénario d'un pic d'inflation est à confirmer. On verra, on aura l'inflation américaine en fin de semaine pour le mois de mai. Si on revient aux entreprises, Nicolas, alors vous le disiez, il y a des Capital Market Day, CMD, là, qui arrivent. Donc l'objet de ces réunions, journées investisseurs, c'est pas le trimestre qui vient, c'est plutôt la vision à 2, 3, 4, 5 ans parfois pour certaines entreprises. Qu'est-ce qu'on attend concrètement là? C'est quoi les rendez-vous qu'il va falloir suivre? Il y a 2 sujets. Et les sujets stratégiques qui vont être traités? Il y a deux thèmes qui vont intéresser, je pense, nous 3 autour de cette table. Demain, c'est effectivement dans le groupe Kering qui tient sur 2 jours une journée investisseur. Premier jour, le thème, c'est Saint-Laurent. Le deuxième jour, c'est Gucci. Alors, évidemment,
D'autres thèmes navigueront autour de ces deux éléments centraux. Pourquoi Saint-Laurent ? Parce que c'est une marque qui a un potentiel significatif. Donc la musique qu'on entendra, c'est probablement quelque chose qui a déjà été dit par le groupe. Un potentiel de méga brand, de marque à 5 milliards, ce qui supposerait un doublement du chiffre d'affaires. Ouais. Le groupe est bien parti pour ça. Il y a des précédents chez d'autres acteurs. On connaît en particulier dans le cas du groupe LVMH derrière Louis Vuitton, Dior joue exactement ce rôle-là depuis 5 ans. Et puis le sujet qui soulève le plus d'interrogations, c'est celui de Gucci, parce que c'est quasiment 80% de la marge. Ouais. Et c'est une marque qui a un comportement qui suscite une décote du titre, justifiée selon nous, parce que sa performance est volatile, d'une part. Et puis, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés par les dernières publications. C'est le comportement relatif médiocre en Asie-Pacifique. De la marque Gucci. De la marque Gucci. Ouais. Or, il y a eu une période de très grande désirabilité de la part du consommateur chinois, la consommatrice en particulier pour la marque Gucci. Et puis un déclin relatif aussi dans le chiffre d'affaires de la maroquinerie, qui est quelque chose au contraire, qui est le point fort d'autres groupes, Louis Vuitton évidemment et Hermès, mais aussi chez Saint-Laurent. Donc il y a des sujets, on va dire, stratégiques, et puis des sujets tout à fait spécifiques qui permettent de donner une expression concrète de comment une entreprise s'adapte, évidemment dans un contexte que fera le consommateur chinois, est-ce que la demande américaine est toujours bonne, et si on en croit ce que disait Rémi Cointreau à la fin de la semaine dernière, le consommateur américain sur des produits high-end, haut de gamme, est toujours là, de même qu'en Chine d'ailleurs. Moi, j'ai écouté le patron de Richemont il y a une paire de semaines. Il avait une tonalité différente. Ah bah, il est ultra pessimiste. Je prends l'extrême inverse, d'une certaine manière. Il dit que le consommateur chinois, en gros, s'en remettra pas. Enfin, il pense que l'économie chinoise va souffrir beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine. Et quand il dit l'économie chinoise, pour lui, il pense bien à son consommateur chinois. Et l'appétit de consommation, la revanche, ça va une fois. Là, il pense que le consommateur chinois manquera sans doute d'enthousiasme une fois que la situation sanitaire sera stabilisée. Et je ne vais pas prétendre avoir une meilleure réponse que lui. Mais ce qu'on entend dire depuis une semaine, alors là on est sur du très court terme, c'est que cette envie de revanche, elle est là. Ce qui était dit tout à l'heure, il y a aussi, de façon stupéfiante, des envies, un besoin de consommer, un besoin de voyager. On a dit des tas de choses, on ne voyagerait plus, évidemment, parce qu'on resterait scotché par notre mauvaise conscience. La réalité, c'est qu'on a une envie furieuse de meet friends and family, de s'amuser, de voyager, de découvrir. Oui, parce que notre revenu disponible, il est préservé. De ce contexte. Le consommateur chinois, il n'a pas forcément bénéficié des mêmes largesses. La demande chinoise, elle n'a pas été soutenue de la même manière. Il s'est pris en plus un choc immobilier, quand même, un effet richesse. Il n'a pas quitté le pays depuis 2 ans. Oui. Il n'a pas quitté le pays depuis 2 ans. Enfin, l'aventure était extraordinaire. C'était à la Hainan pour faire des courses et un peu du divertissement. Donc, non, je n'ai pas été en Chine. Mais je pense que le chinois n'est pas différent. Il y a une réserve de consommation qui reste importante, d'autant plus qu'elle n'a pas été démesurée ces 2 dernières années. C'est un peu la question qu'on se pose à mi-année, là. Est-ce que la Chine, alors, on attendait beaucoup de la Chine en début d'année. On a été très vite déçus de la situation en Chine, évidemment, avec une situation sanitaire qui se refermait. Est-ce que maintenant, la Chine peut redevenir une source d'espoir, déjà pour l'économie chinoise en tant que telle, mais plus généralement pour l'économie mondiale, pour nos marchés? Non, faut pas. Je suis pas apte à parler, parce que je pense, j'ai jamais été pour investir sur le marché chinois, parce que c'est pas un catalyste qui peut modifier quelque chose. C'est un catalyste énorme pour le système capitaliste, parce qu'il n'y a pas une société qui se posait pas la question pour la Chine, mais c'est du passé en fait. C'est toujours par rapport à la Chine, mais maintenant c'est dans l'envers. C'est-à-dire comment on a besoin de sécurité. De sécurité de chaîne d'approvisionnement, sécurité dans sa consommation. Donc en fait, vous avez une relocalisation du capitalisme mondial. Ouais. Donc la Chine, en plus, elle a un besoin énorme, c'est de redevenir plus autonome.
et de modifier son système plus vers la consommation et moins de dépendre des commandes du reste du monde. Elle a cessé de nous exporter sa désinflation. Donc non, je pense que la Chine n'est plus... Alors, c'est important quand vous êtes comme nous dans le luxe, vous avez plein de valeurs de luxe, la question se pose. Je crois que la réponse, je pense que le consommateur chinois sera toujours dans le luxe. C'est toujours un problème de demande. Gucci, je pense que c'est un problème de demande, mais de la marque. De positionnement de la marque, d'accord. Bon. Mais je suis passé... je ne sais plus du coup ce que... Non, la Chine, est-ce que ça peut être une source d'espoir pour l'économie mondiale, une relance chinoise, une réouverture de la Chine? Est-ce que... Non, je ne crois pas. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Non. Après, moi, ce qui m'importe, je voudrais bien reprendre l'exemple que vous donniez, Grégoire, c'est le riche monde. Oui. Le PDG, c'est pas. Enfin, je veux dire, il est très, très, très pessimiste, et puis certains d'autres sont très optimistes. Par contre, le marché, lui, il va pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'il massacre tout. Donc, notre job à nous, c'est de savoir s'il n'y a pas toujours une sanction excessive, en fait. Il a tellement été pessimiste qu'on est allé descendre vraiment très, très, très bas. Et entre-temps, le marché a repris 15-18%, je crois, par rapport à ses plus bas, juste en quelques jours. C'est juste pour dire que même quand vous n'avez pas la certitude d'un micro ou macro, ne serait-ce que la réaction qui est un peu excessive à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période d'ajustement. Comme personne ne sait, c'est ou blanc ou noir. Et donc c'est ou moins 20 ou 0. Et il y a encore donc plein de choses à faire sur les marchés, même quand vous n'avez aucune visibilité. C'est ça que je voulais dire. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de supporter effectivement ces coups de barre d'un côté et le retour de bâton en quelques semaines. Quoi. Oui. Et en profiter. Oui, bien sûr. En fait, il n'y a que ça qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas de visibilité plus que ça. Donc, il faut essayer de bien comprendre ces entreprises. Alors, on ne peut pas comprendre mieux que le PDG, mais et savoir si la sanction du marché n'est pas excessive, eu égard les informations qu'on possède. Dans l'idée de la recomposition des chaînes de valeur aussi, alors j'entends l'idée de relocalisation. Janet Yellen commence à développer l'idée de friendshoring. C'est-à-dire que le but n'est plus de rapatrier forcément sur son propre sol ces chaînes de production, mais de les rediversifier dans le monde ami. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est pas un coup d'arrêt brutal à la mondialisation. On essaye de garder quand même les bénéfices de la réduction des coûts à travers la mondialisation, mais plus forcément dans les mêmes pays. Je pense qu'effectivement, c'est une tendance qu'on est en train de se mettre en œuvre. Ce qu'on oublie de dire, me semble-t-il, c'est que tout comme la transition énergétique, c'est inflationniste. Mais oui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on avait optimisé les chaînes de production pour avoir un centre de production efficient qui distribue dans le monde entier. À partir du moment où vous dupliquez les centres de production et donc qui auront forcément un taux d'utilisation qui sera moindre que le premier, nécessairement, ça va composer, ça va apporter de l'inflation. Et donc, là où je trouve qu'il y a un débat intéressant en ce moment, c'est de dire où va se stabiliser l'inflation. Et je crois qu'aujourd'hui, alors encore une fois, je ne suis pas économiste, mais de manière complètement intuitive, quand je vois la transition écologique, que je vois ce genre de mesures, je me dis, penser qu'on reviendra à une inflation telle qu'elle était avant, non. À 1%, non. Donc la question, c'est 2%, ça serait de la chance. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle était un tout petit peu au-dessus de la période précédente ou de la moyenne précédente. Simplement pour des raisons qui tiennent à ce genre de mouvement. On a été sous 2% pendant 10 ans. On peut très bien imaginer plusieurs années pendant lesquelles, alors on serait à 2%, mais toujours avec le risque d'être plutôt au-dessus que parce qu'en fait, ce qu'on est en train de refaire, c'est quelque part de déconstruire ce qu'on avait fait. Alors la transition énergétique, c'est encore différent, parce que là, il va y avoir une grosse adaptation. Mais quand on duplique des chaînes de production, alors que économiquement, il n'y en a pas le besoin. Il n'y en a pas le besoin économiquement, ça marche aujourd'hui. Parce que c'est pas pour faire de la croissance. On ne parle pas de chaînes pour faire de la croissance. On parle de chaînes de substitution. Ouais. De sécuriser ces chaînes. De sécurisation. En fait, c'est ça le maître mot. C'est-à-dire que pendant des décennies, c'était le prix, on se battait. Et on s'est aperçu que le prix, c'est bien quand on peut se battre, mais la sécurité, c'est encore mieux. Parce que si vous ne pouvez pas délivrer au client, vous êtes juste mort.
Donc, parce que vous ne pouvez pas délivrer. Donc, on est en train de repricer la sécurité. Donc, on s'en fout un peu du 10% supplémentaire, si vous l'avez. En fait, c'est ça l'histoire. Et donc, on va vivre maintenant avec une inflation plus importante parce que la guerre des prix, c'est plus ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va reproduire dans des zones amies, parce qu'on s'est aperçu d'une chose fondamentale, c'est que on croyait le politique mort, mais non, il est revenu. Le Covid, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous dit, non, on arrête de jouer. Bon, c'est ça. La guerre en Ukraine, ah, non, tout allait bien. Non, mais moi, j'ai décidé d'envahir. Boum. Donc, il faut reproduire dans des zones relativement sécurisées, en maîtrisant un temps soit peu le politique. Donc c'est ça qui passe. C'est le friendshoring, comme le décrit Janet. Donc ça, c'est un coût. C'est un coût. Mais c'est un coût parce que c'est beaucoup plus important que de se battre pour 3-4%. C'est de la souveraineté. Voilà. Nicolas. Mais là-dessus, Grégoire, la globalisation, le pic de la globalisation, c'est plutôt 2008. Oui. Les années Trump. Si on prend la part des exportations dans la création de richesses. Oui, effectivement, ça baisse depuis 2008. Oui, et puis le concept de la Chine, c'est l'atelier du monde. Je produis en Chine pour vendre en Chine, mais surtout pour vendre ailleurs. Parce que la part bien manufacturée, on va de plus en plus vers des économies de services aussi. Ce que j'ai retenu de discours de dirigeants qui concrètement derrière, nous on discute dans des studios, les économistes aussi parlent, mais concrètement, lorsqu'il s'est agi de se diversifier en termes de production, de sourcing de la Chine, pour aller où? Parce que ce qui nous apparaît sûr aujourd'hui, est-ce que ça sera sûr demain? Au sujet de ces problématiques politiques. Du concept de friendshoring, qui est ami aujourd'hui, qui sera ami demain. Le Venezuela n'était pas ami hier, il est à nouveau ami aujourd'hui parce qu'il faut mettre un peu de pétrole. Et si tout le monde va au Mexique pour servir le marché américain ou en Europe de l'Est, tout ça c'est un peu un éternel recommencement. Et ce que disaient certaines entreprises qui me frappaient, c'est que le coût de production chinois, c'est une chose, mais l'efficacité du produire juste à temps, dans les temps, et de la logistique, de l'acheminement, est quelque chose qui est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Non. C'est extrêmement long, c'est extrêmement long. Et les entreprises vont y réfléchir à deux fois, parce que, comme le disait Gilles tout à l'heure, c'est très bien, mais une fois que j'ai mis du CAPEX pour faire une usine, en Europe de l'Est, et si l'Europe de l'Est est tout d'un coup une zone qui est susceptible d'être envahie par, les chars russes, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et c'est notre problématique depuis un moment, c'est qu'on défait ce qui a été construit pendant des années, et on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Alors, ce qui m'intéresse aussi, là, je regardais dans le secteur automobile. On montrait notamment donc le constructeur chinois BYD reprend le lead sur Tesla sur le marché chinois. Évidemment, il est local. La production a été arrêtée à Shanghai. Les livraisons de Tesla en Chine se sont écroulées là, sur les quelques dernières semaines, alors que pour BYD, ça continue. Et on voit aussi dans la stratégie de BYD de plus en plus une intégration verticale jusqu'à la production des métaux essentiels à la construction des batteries électriques, à savoir notamment le lithium. C'est-à-dire une intégration qui va jusqu'à déployer des investissements en plusieurs milliards de dollars vers des mines, vers des installations de raffinage de métaux. On le voit aussi dans les semi-conducteurs. STM veut être indépendant, en tout cas à 40%. C'est l'objectif en approvisionnement en carbure de silicium. C'est nouveau, cette idée de réintégration verticale quand même par ces industries. Partiellement. J'ai eu la chance de pouvoir visiter les usines de BYD en 2010. Ouais. Et j'avais été très surpris par le modèle des constructeurs chinois. On avait participé justement à une visite de société, c'était sur le thème de l'automobile. On avait vu des constructeurs européens, des constructeurs chinois. Et le modèle chinois était très différent du modèle européen qui fait appel à beaucoup de suppliers, de fournisseurs extérieurs. Les Valeo, les Bosch de ce monde. J'avais été très surpris parce que chez BYD, en l'occurrence, ils en étaient à produire, y compris leur durite. Tout est intégré ? Et ils avaient une approche qui était très intégrée. Et ce qui me laissait penser à l'époque qu'à un moment donné, ils allaient peut-être arriver à un âge de maturité pour aller... Et c'est pas ce qu'on observe. Mais ils étaient restés... Ils avaient un modèle à l'époque qui était complètement différent. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont juste dans la continuité du modèle qu'ils ont actuellement. Ouais, je comprends. Bon. Oui, mais ça pose la question de savoir s'ils ne sont pas en train de prendre une longueur d'avance, parce que ça doit faire réfléchir d'autres constructeurs. Si la bataille demain, c'est la batterie, c'est le lithium... Mais ils l'ont la longueur d'avance. D'accord. Les Chinois l'ont. Oui.
Et la question, est-ce qu'ils ont une longueur d'avance? Pas nécessairement, parce que c'est quand même encore une fois, hein, si on pense que c'est quand même une industrie où il y a besoin de volume, ils ont leur marché, hein. Alors ils ont leur marché, Ah oui. mais si en face de ça, les concurrents, s'ils veulent arriver en Europe, mais si vous avez une alliance de constructeurs européens ou de constructeurs mondiaux qui s'adressent, les coûts ne peuvent être que meilleurs. D'accord. Donc c'est quand même une industrie, et c'était, je veux dire, la dernière. On pourra preuve de ça. sécuriser entre constructeurs européens, sécuriser nos approvisionnements en lithium. Potentiellement. Mais c'est ce qui s'est passé sur les batteries. C'est ce qui s'est passé sur les batteries. Mais je veux dire, la raison du deal Peugeot-Fiat, qu'a donné créé Stellantis, c'était bien une question de volume. L'industrie automobile, c'est une question de volume. Donc, vouloir avec BYD, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça sera, si on est sur 3-4 millions de véhicules, ça sera un maximum. Je veux dire, vous n'avez pas les volumes aujourd'hui d'un Volkswagen ou même d'un Stellantis qui sont de la des millions. Or, c'est quand même des industries où c'est le volume qui fait la marge. Bon, sauf si on est dans le luxe. La valorisation boursière pour l'instant. Sauf si on est dans le luxe, où là c'est un peu autre chose. Ouais. Je veux dire, Mercedes a une autre problématique. Mais si vous voulez être sur du grand public, il faut avoir du volume. Bon, petit tour de table rapide, là. Où est-ce qu'on en est sur le plan de l'investissement? Qu'est-ce qui guide aujourd'hui l'investissement, tactiquement, stratégiquement? Gilles? Ce dont je vous faisais part précédemment, je pense qu'effectivement, le CAPEX des entreprises, les dépenses d'investissement des entreprises, pour moi, c'est une piste de réflexion. Je cherche à regarder où on peut se prémunir de l'inflation, donc des sociétés qui ont été très fortement chahutées depuis plus d'un an. Ça fera un an au mois d'août, où on a eu le pic. C'était les sociétés de paiement qui sont revenus à des niveaux de valorisation. Je pense notamment à Nexi, Worldline, Adyen, parce qu'à un profil de croissance bien supérieur, a toujours des valorisations élevées. Mais on est revenu sur des valorisations qui sont en ligne avec celles du marché, avec des sociétés qui, par nature, sont immunes à l'inflation, parce qu'en fait, elles prennent un pourcentage de ce qui est la facturation. La facturation. Oui. Et comme on est toujours dans un mouvement de transfert des transactions cash vers du transaction digitale, je pense que c'est un segment qui retrouve de l'intérêt et sur lequel on peut craindre les disruptions, mais en réalité, ça sera difficile de déplacer les transactions chez les boulangers, chez les artisans. Or, aujourd'hui, pour Nexi et Worldline, c'est quand même une grosse partie de leur clientèle. Et on a toujours un marché européen qui est en consolidation. Donc ça c'est des choses que j'aime bien et qu'on regarde de près. Donc ce type de choses, je pense que sur les banques, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Si on ne part pas dans un mouvement récessionniste, on a quand même, au cours des 3 prochaines semaines, des taux qui vont revenir, des taux courts qui vont revenir à zéro. Ce qui est quand même un boost énorme. Une première depuis 8 ans, oui. Pour les earnings des banques, pour les résultats des banques. Et donc ça, je pense que ça va être un facteur. Les cours boursiers des banques ont complètement décroché de la remontée des rendements obligataires. C'était très, très bien corrélé. Et puis avec la guerre en Ukraine, ça a donc complètement... aujourd'hui, les banques, voilà. Et donc je pense que les banques, ça va être quelque chose à regarder peut-être pour le début de trimestre. Bon, sur le plan de l'investissement, Nicolas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Tenir le coup jusqu'à cet été pour... y voir plus clair. Non, mais pour avoir un biais offensif, un biais optimiste. Hein. Le marché est dans un long processus il cherche à faire un bottom, un premier signal en mars, un deuxième signal au mois de mai. Je n'en sais rien sur la suite. Hein. Non, mais on est plutôt en train d'avancer vers quelque chose de plus constructif. Oui. Un deuxième semestre plus constructif avec... je ne vais pas vous surprendre, puisque les valeurs de croissance ont pris un coup et des corrections de l'ordre de, on va dire, 25 à 30%, sans prendre les extrêmes, aller faire des courses dans cet univers-là, aller chercher des histoires aussi comme Sika, c'est une valeur industrielle, mais en réalité, elle a tout d'une valeur de croissance. Hein. Et puis, dans les thématiques pour le deuxième semestre... se laisser accorder plus de temps à la musique chinoise, allemande, mid-cap, des segments abîmés. Alors là, on parle de choses qui sont abîmées à 40%. Hein. C'est plutôt 40%. Évidemment, il y a des choses à moins 60%. Mais l'Allemagne, l'Allemagne, c'est l'enfant malade de l'Europe. Enfin, excusez-moi, mais le reste de l'Europe n'est pas exagérément sexy.
Donc au moins en Allemagne, on prend les coups et on serre les dents. Et il y a toujours des savoir-faire. Donc ça va un peu de pair, évidemment, Allemagne et Chine. Et pour aller même un cran plus loin, peut-être s'intéresser aux émergents, qui, Au-delà de la Chine. en fait, sont restés à l'écart de l'année dernière, de la hausse, et cette année ne performent pas bien. Conclusion avec vous, Eric. Moi, je trouve qu'il faut rester très opportuniste et puis avoir un cœur de portefeuille très diversifié. Je n'ai pas de stratégie parce qu'il faut laisser le marché trouver un équilibre et surtout la macro trouver un équilibre. Et puis, être contrariant quand le marché est excessif. Donc il faut un volant de trésorerie assez Tactique, élevé. court terme, mais on ne ouais. s'enferme pas dans Non. une stratégie Non, je crois pas. moyen-long terme. Mais bon, Ouais. enfin, Bon. voilà ce qu'on fait nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre, banque privée. Et Gilles Guibourg, responsable des actions européennes d'AXA IM, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et régulièrement, nous avons rendez-vous avec Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée, pour décrypter justement une grande thématique de marché, une grande tendance d'investissement. Ronnie, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là à nouveau avec cette nouvelle thématique qu'on va décrypter ensemble, que vous allez décrypter pour nous avec les outils d'analyse que vous avez développés à la financière Galilée, autrement dit le codex des thématiques, c'est comme ça que vous avez intitulé cet outil et ce processus d'analyse. Le thème, c'est celui du défi alimentaire, un grand thème d'actualité porté par une méga tendance démographique notamment, Ronnie. C'est ça le point de départ. Exactement. Alors, bien sûr, c'est une thématique passionnante, je dirais peut-être l'une des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le codex. Je rappelle, le codex, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir, en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va bien sûr nous intéresser. Et peut-être commencer, vous parliez de thématiques démographiques, la FAO, qui est finalement l'organe des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation, de l'agriculture, nous dit que un enfant de moins de 5 ans finalement meurt de faim dans le monde toutes les 10 minutes. Mmh. Donc ça, c'est déjà une statistique assez impressionnante. Et parallèlement, finalement, on a un tiers de la production mondiale qui part en gaspillage. Donc un tiers de la production finalement qui est cultivée, qui est transformée, qui est délivrée, part en gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment... C'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17, ça doit être à peu près le 2e, 3e ou 4e. C'est Exactement. ça, sécurité alimentaire, bonne alimentation, bonne nutrition. Ça résout une énorme partie des problèmes mondiaux derrière. Exactement, c'est l'ODD numéro 2 des Nations Voilà. Unies. Voilà. Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Faim Zéro, finalement. Donc c'est vraiment au cœur des préoccupations des Nations Unies. Et donc la problématique de cette thématique, finalement, c'est qu'on demande à l'agriculture de nourrir de plus en plus de personnes, 10 milliards en 2050, 3 milliards de plus que maintenant. On attend finalement que les agriculteurs vivent mieux de leur travail, mais en même temps, on demande que l'alimentation satisfasse finalement des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, production plus locale, une agriculture et une nutrition de plus grande qualité. Et enfin, on veut que finalement l'agriculture devienne plus écologique et qu'elle puisse protéger finalement les écosystèmes et qu'elle puisse protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. Donc vraiment thématique très importante. Et on court beaucoup d'objectifs à la fois, effectivement, à travers cette thématique de l'alimentation. Oui, et donc, si je reviens à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où vous l'entendez chez Financière Galilée. C'est pas juste un play sectoriel, c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle. Exactement. Alors, on vérifie, bien sûr, quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle, bon, on a dit, augmentation finalement du nombre d'habitants dans le monde, baisse des ressources naturelles. La demande actuellement est plus forte
que l'offre, donc déjà actuellement. Et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents, donc il y a de moins en moins de producteurs. Le gaspillage alimentaire est de plus en plus important. Une statistique qu'on a trouvée intéressante chez Financière Galilée, aussi par rapport au gaspillage, c'est que si le gaspillage était un pays, finalement, il serait le 3e pays le plus pollueur, dans le sens le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est quand même... C'est-à-dire la part du gaspillage, la part de la nourriture, ce 1/3 de nourriture processée, transformée, qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillée, vous dites. Si on le transforme en valeur de pollution, d'une certaine manière, c'est un des pays les plus pollueurs de la planète, quoi. Toute l'énergie que ça prend pour être produit, finalement distribué, etc., et enfin gaspillé, eh ben, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine, finalement. Donc, bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des problèmes en termes de qualité finalement de l'alimentation. Il y a des pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Certains pays, comme les États-Unis, ont 34%, je crois, de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Donc une alimentation dans ce cas-là, à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibrée. Et donc, bien sûr, ça donne énormément de quoi faire pour les entreprises qui sont dans cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une thématique réellement structurelle dans ce sens-là. Ensuite, international. Bon, international, on pense tout de suite à l'Afrique, quand on pense évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Et donc c'est l'Asie qui souffre le plus de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire. Et donc c'est bien sûr une problématique internationale et transversale. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont impliqués, qui sont concernés. Ouais, bien sûr. Donc l'agriculture, bien sûr, tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures, l'élevage. Il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité aussi, les besoins en pesticides, donc ça c'est pour l'agriculture. Ensuite, il y a tout ce qui est le secteur de la transformation, qui va transformer la matière première en biens consommables. Il y a tout ce qui est logistique, avec l'acheminement, l'approvisionnement. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est distribution, donc les magasins, bien sûr, le réseau de distribution, et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très, très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années la technologie. De plus en plus, en fait, les outils numériques permettent un meilleur contrôle finalement de la qualité de la nourriture et aussi de sa... Du rendement, de son rendement et de sa, je dirais, de sa disponibilité aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Ronnie? Là aussi, c'est un outil que vous développez à la Financière de Galilée qui permet de mettre un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire. Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Déjà, c'est une thématique qui tient très très bien depuis le début de l'année. On a une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Donc c'est un petit peu, la thématique défensive. Voilà, la thématique qui a bien tenu. Il faut dire qu'elle est aussi plus value que croissance. Elle est corrélée, on a fait la corrélation sur 2 ans, on pourrait regarder un peu sur plus longtemps aussi, à 0,93 avec le MSCI Value. C'est intéressant parce qu'on se dit intuitivement, tiens, alimentation, santé, etc., c'est plutôt dans le domaine du style croissance, et non, c'est pas si évident que ça. Disons que tout ce qui se rapporte à la technologie, oui, mais elle est aussi corrélée à la croissance. C'est évidemment pas ça qu'on conteste, mais c'est plutôt une thématique value, et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année, en tout cas mieux, parce que bien sûr la value tient mieux que la croissance depuis le début de l'année. Et aussi, je dirais que c'est une thématique assez intéressante, qui reste assez attractive, malgré le fait qu'elle est bien tenue. C'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond, mais elle reste quand même très attractive, dans le sens où son price-earning ratio est passé de 20 à 13 en un an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur sa thématique. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors peut-être des faiblesses ou des points à surveiller dans cette thématique qu'on comprend évidemment, séculaire, multidécennale, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, Ronnie? Alors au niveau des faiblesses, il y en a 2 principales. Bien sûr, les risques politiques
Et on le voit avec, bien sûr, avec l'Ukraine et la Russie. À eux deux, 30% des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis 5 ans de 88%, ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus, finalement, à leur alimentation. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même un des risques importants. Ça peut rapporter plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, pour la thématique, c'est quand même un risque. Et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique et les sécheresses de plus en plus nombreuses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie notamment. La production australienne a dû être diminuée de moitié récemment. Donc c'est réellement, ça le risque climatique. Et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG, mais dans nos outils, on fait depuis récemment maintenant une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique. C'est pas la thématique la plus ESG. On a, nous, un score de 7,2 à peu près, alors que le benchmark, le MSCI World, a un score de 7,8 sur 10 en termes de ESG. Qu'est-ce qui pêche? C'est qu'il y a pas mal d'entreprises, notamment américaines, de pesticides dans la thématique, ou alors d'exploitation de volailles massives qui viennent plomber un peu le score ESG de la thématique. Pour finir, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds? Est-ce que c'est une thématique courue, j'allais dire, dans les marchés? Et puis, toujours, est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez Financière Galilée? Bien sûr. Alors, vous connaissez tous Pictet Nutrition, très connu dans la gamme des fonds qui sont je dirais, tourné vers tout ce qui est food and beverage et agriculture aussi. Donc gestion active, là, pour le coup. Exactement, gestion active. Mais il y a aussi d'autres fonds intéressants. Alors, on a, nous, remarqué aussi BNP Paribas Smart Food. On a BNY Mellon Future Food. Bon, ça, c'est pour les fonds. On a aussi des ETF. Alors, des ETF qui ont très, très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture, forcément, avec l'augmentation des prix des matières premières. Plus matières premières en tant que telles. Ça a bien marché. Vous avez Vanek Agribusiness, par exemple, ETF, qui a très très bien marché. Sinon, j'ai aussi iShares Agribusiness, qui ont bien marché. Il faut savoir quand même que c'est des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, voire très positifs pour certains, entre 10 et 15% quand même. Donc voilà, alors, il y en a pour tout le monde. Il y a un gisement assez grand sur cette thématique, Grégoire, donc il y en a pour tous les goûts. Gestion active, gestion passive. La gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue, puisqu'il y a un essor des fonds thématiques. Oui. Et puis, c'est transversal, ça dépasse la gestion active versus la gestion passive. Exactement. Merci beaucoup, Ronnie. Ronnie Michali avec nous régulièrement dans l'émission pour décrypter, vous l'avez compris, les grandes thématiques de marché à travers l'outil de la Financière Galilée, le Codex des thématiques. Ronnie, qui est le président et directeur général de la Financière Galilée, qui était l'invité du quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.